Encore 12 mois de mise en œuvre du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Un an d'activité que les bénéficiaires eux-mêmes ont tenu à présenter ce matin à la ministre du Développement à la base, qui à son tour leur a dévoilé les perspectives du programme pour cette année. Et pour répondre de façon efficiente aux besoins des populations les plus démunies et en complément des interventions déjà en exécution sur le terrain, le gouvernement a mis en place le programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Mais avant la phase de mise en œuvre, l'heure de la collecte des données préalables constituant le programme a sonné depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Et puis le Togo et le Bénin veulent harmoniser le tracé de leurs frontières communes après plus d'une décennie. La commission mixte paritaire des deux pays réunis depuis ce matin à Lomé veut arriver à une démarcation internationale définitive et surtout réactualisée. Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Réunion bilan ce matin à Lomé autour de la ministre du Développement à la base, les membres de la FBCF, la Fédération des bénéficiaires des services financiers, des femmes venues de toutes les préfectures du pays pour une analyse de l'impact du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, sur les populations au cours de l'année 2015. Il ressort que le projet a atteint encore des milliers de Togolais l'année dernière. Cette année, 380 000 personnes sont ciblées. Les précisions avec Aimé Abalé. Les femmes togolaises expriment leur joie. Le Fonds national de la finance inclusive a littéralement changé leur quotidien. Elles sont issues des différentes fédérations de bénéficiaires réparties sur l'ensemble du territoire. Ces femmes sont fières des résultats positifs enregistrés par le FNFI en 2015 grâce à leur implication soutenue en termes de sensibilisation et de formation au niveau des communautés. Les deux derniers produits, la JCF et la GRICEF, ont connu des avancées significatives vu qu'ils répondent aux préoccupations exprimées dans la mise en œuvre du tout premier produit, l'accès des pauvres aux services financiers. L'exercice consiste ici à débattre des difficultés et à partager les bonnes pratiques en vue d'une meilleure pérennisation du projet. Avec APSEF en 2015, le bilan dénombre plus de 145 000 bénéficiaires, nouveaux bénéficiaires enregistrés. Au niveau de AGRICEF, nous avons plus de 74 000, près de 75 000 bénéficiaires enregistrés contre une prévision de 60 000, ce qui justifie la réponse apportée par ce produit vers des populations ciblées, notamment qui sont dans des zones agricoles. Et le produit AGICEF, qui est relativement plus compliqué, plus complexe, a connu également des bénéficiaires de l'ordre de près de 9 000. Globalement, avec ce qui est fait en 2014, plus ce qui vient d'être réalisé en 2015, le FNFI, ensemble avec l'ensemble de ses 26 partenaires, ont pu dénombrer plus de 550 000 bénéficiaires inclus dans les services et opérations de l'inclusion financière. Mais il faut également ne pas perdre de vue les renouvellements de crédits qui ont été au cœur des activités de nos institutions de microfinance. Les bénéficiaires de 2014 ont été renouvelés en passant successivement au deuxième cycle et au troisième cycle. Un accent particulier a été mis sur le suivi de ces crédits pour garantir le remboursement, seul gage de réussite des crédits FNFI qui assureront la pérennité de ces produits dans la vie de nos populations. La FBCF, Fédération des bénéficiaires des services financiers, constitue une véritable cheville ouvrière pour le système de la finance inclusive, à travers un travail ardu de terrain en faveur d'une appropriation du projet par les communautés pour un consentement volontaire au remboursement des créances. S'il y a un problème à un niveau par une microfinance, on nous fait signe et on nous envoie la liste de les non remboursés. Et nous investissons, nous allons sur le terrain et pour discuter avec les responsables des groupements qui ne remboursent pas. Et pour les groupes solidaires, au cas où ça nous dépasse, on voit les chefs cantons aussi qui nous aident. J'ai amené la liste des femmes qui ont eu et qui ne veulent pas payer à la gendarmerie. On nous a donné les convocations. Nous avons passé de maisons données. Actuellement, je pense que ce n'est plus nul comme avant. C'est passable et ça évolue.
Donc une fois que nous avons quitté Danul et on va dans Passable, ça dira que ça serait bien. Donc avec ça, avant-hier, j'ai eu à collecter 900 et quelques mille pour Humecto. Ces échanges ont surtout permis d'identifier les défis à relever pour permettre au FNFI d'atteindre de nouveaux objectifs cette année. Le succès du FNFI repose essentiellement sur le remboursement des crédits. Crédit APCF, AGRICEF, AGICEF. Et pour que le remboursement soit bien réalisé, il faut une bonne identification des bénéficiaires potentiels, il faut assurer l'éducation financière et il faut une bonne collaboration au niveau local entre les autorités au niveau local, les fédérations et les partenaires des services financiers. Ce que nous avons relevé aussi lors de cette rencontre, c'est qu'il y a nécessité de renforcer cela, de beaucoup plus utiliser les fédérations déjà au moment de l'identification et même pendant les périodes de formation, parce que c'est vraiment une action de proximité et il faut utiliser les ressources locales. Mais également, nous savons que dans certaines préfectures, il y a des microfinances qui sont défaillantes. Ça ressort des échanges. Nous allons voir comment amener ces microfinances à améliorer leur service, parce que c'est un service, le service dans les milieux, et voir comment mieux les outiller pour que ces microfinances puissent réellement répondre aux attentes du gouvernement. La Fédération des bénéficiaires des services financiers s'appuie surtout sur les autorités locales pour atteindre ces cibles. Et pour des actions plus efficaces, les différents démembrements ont soulevé quelques préoccupations relatives à la flexibilité du processus et à la collaboration parfois difficile entre la chaîne de partenaires. La ministre a promis des réponses adéquates à ces inquiétudes et a rappelé qu'un numéro vert est disponible. Il permet de garantir l'accessibilité du projet à tous. C'est le 80 000012. Et pour 2016, le FNFI ambitionne de toucher 380 000 nouveaux bénéficiaires. Et vous suivrez dans nos prochaines éditions les témoignages des femmes bénéficiaires justement du Fonds national de la finance inclusive. Vous découvrirez comment la finance inclusive a transformé leur vie. Autre titre, dans les autres titres de l'actualité, la réunion de la commission mixte Togo-Bénin de délimitation des frontières qui s'est ouverte ce jeudi à Lomé. Il est question, lors de cette rencontre, de dépoussiérer en quelque sorte un dossier qui remonte à 1913, année de la fixation des frontières entre les deux pays qui à l'époque n'étaient pas indépendants. Il n'est question d'aucun litige frontalier entre Lomé et Cotonou, mais juste de parvenir à une démarcation internationale définitive réactualisée longue de 644 km. Des précisions avec Eric Djanipo et Félix Semdacha. Leur frontière territoriale qui, depuis 1913, participe à entretenir l'incompréhension entre des communautés ayant en partage la même langue et les mêmes pratiques coutumières. Bien qu'appartenant à deux pays bien distincts, les populations du Togo et du Bénin n'ont abandonné les liens qui les unissent. Cette coopération transfrontalière, les autorités des deux pays travaillent pour son renforcement. Une frontière, ça se connaît. Quand on connaît la frontière, on discute pour l'accepter. Et quand tout le monde accepte que c'est une frontière connue, acceptée, on essaie d'effacer cette frontière-là. Entre le Bénin et le Togo, nous avons hérité de la colonisation d'une frontière que nous appelons une frontière conventionnelle. Cette frontière a été tracée entre l'Allemagne et la France depuis 1913 et abonnée. Maintenant, notre rôle à nous, c'est de voir si les choses sont en place. Si les choses sont en place, nous réaffirmons la frontière. Et quand nous avons réaffirmé cette frontière-là, vous savez pas vous-même que ces frontières ont été imposées aux pays africains par des Européens qui n'ont même pas été sur le terrain avant de tracer. Donc ça a été tracé de Berlin. Alors aujourd'hui, notre rôle, c'est d'essayer de reconnaître ces frontières, c'est ça que nous appelons la réaffirmation de la frontière, de mettre des balises et après de dire aux populations, vivez comme vous vivez avant les frontières. L'intangibilité des frontières entre États est une réalité. Toutefois, pour les membres de la commission mixte paritaire ici réunie, il s'agit de s'investir pour la clarté et la précision des lignes d'arrêt entre les deux territoires et d'œuvrer à mettre fin aux barrières de toutes sortes qui entravent le bien-être des populations respectives. L'Union africaine a recommandé que
des pays riverains puissent mettre en place des programmes de développement au niveau des populations justement frontalières. Parce que souvent, les gens estiment que ces populations sont abandonnées. Bon, est-ce que c'est vraiment le thème approprié? Parce que, bon, un coup, tel pays pense que là, c'est peut-être pas ses limites. Donc, bon, les programmes ne sont pas étendus jusqu'à cet endroit. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et que lorsque cela sera fait, les populations concernées vont pouvoir profiter de ces programmes de développement sur le plan social, sur le plan de l'éducation, sur le plan même du développement économique. Pour ces populations, en réalité, bon, c'est vrai, elles seront plus rassurées, mais cela ne va pas changer véritablement. Mais pour le politique, c'est bon de savoir, chacun doit savoir les limites de son pays. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, tout en saluant l'appui des différents partenaires techniques et financiers pour la réalisation des projets communs dans les domaines socio-éducatifs, sanitaires et économiques au bénéfice des populations, a invité les différents acteurs en charge de la gestion des frontières à de profondes réflexions afin d'engager le Bénin et le Togo sur la voie de la paix et du vivre ensemble, des valeurs qui garantissent la fraternité et la cohésion entre les peuples. Je vous le disais également en titre, le gouvernement togolais a initié le programme d'urgence de développement communautaire PUDC pour répondre aux besoins urgents des populations les plus défavorisées au Togo. Il s'agira de collecter leurs besoins en vue d'une prise en charge. La tournée pour la collecte a démarré hier 10 février et ce jeudi, le ministre de l'Environnement et celui de l'administration territoriale étaient à Anéro et Vougan à cet effet. Le compte rendu avec Esther Laclé. Nombreuses sont les populations qui vivent dans des zones peu ou mal desservies par les activités socio-économiques de base. Elles vivent la plupart du temps en milieu rural, semi-urbain et dans les quartiers défavorisés. La réduction de ces inégalités figure en bonne place dans la SCAP 2013-2017, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi et dans la déclaration de politique générale du gouvernement adoptée par l'Assemblée nationale en 2015. Et pour mieux répondre aux attentes de ces populations, le gouvernement a initié le programme d'urgence de développement communautaire PUDC. On a constaté que malgré les dotations budgétaires que le gouvernement accorde aux projets qui sont exécutés par les ministères ou d'autres programmes avec les bailleurs, il y a une lourdeur au niveau des procédures, lourdeur au niveau des passations de marché, au niveau des décaissements, bref, des lourdeurs administratives. Et donc, le gouvernement a voulu accélérer les investissements au niveau des secteurs sociaux pour qu'effectivement on puisse avoir des résultats concrets au niveau de la réduction de la pauvreté et au niveau du développement du pays. Soutenu par le PNUD, le programme sera exécuté sur la période 2016 à 2018. Il est décliné en 4 composantes, à savoir le développement des infrastructures de base, le renforcement de capacités, le développement de l'entrepreneuriat et un système de géolocalisation des infrastructures. Il est donc avant toute chose question d'identifier les besoins de ces populations. Une délégation gouvernementale a donc sillonné Vougan dans le Vaud et Anéro dans les lacs pour la collecte des informations. C'est une sorte de plan Marshall pour le Togo et ce plan vise justement à définir les priorités des communautés. Et c'est pour ça qu'on nous a envoyés sur le terrain pour procéder au recueillement ou à la collecte des données pour que les populations elles-mêmes puissent exprimer dans quelle direction prioritaire il faille orienter par exemple les fonds qui seront mis à leur disposition pour financer des projets. Cette mission de collecte prend en compte toutes les régions du Togo. Elle permettra à terme de mettre en place une base de données sur les projets prioritaires par secteur et par type. On va traduire les infos collectées en programmes effectifs de développement. C'est ça. Les informations recueillies vont être transformées en programmes dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine scolaire, dans le domaine de la santé. Tous les secteurs seront concernés. Donc ce que nous allons avoir ici nous permettra justement d'établir un programme qui sera immédiatement mis sur le chantier d'exécution. En tout cas, et ce programme sera exécuté en 2016.
Depuis 2010, le Togo a connu un taux de croissance annuel en nette progression. Le taux de pauvreté au plan national connaît donc des diminutions. Des efforts doivent se poursuivre. Réduire considérablement le taux de pauvreté demeure donc la préoccupation du gouvernement à travers ce projet qui intègre 7 domaines prioritaires: l'hydraulique, les équipements agricoles, l'éducation, la santé, les infrastructures socio-économiques, l'énergie et le renforcement des capacités. L'identification de ces besoins est participative pour l'amélioration effective des conditions de vie des populations à la base. Les directeurs généraux des établissements primaires et secondaires et de l'enseignement supérieur ont pris part ce matin au Forum national sur les énergies renouvelables. L'objectif est de promouvoir le rôle des énergies propres dans le développement local à travers le projet d'électrification dénommé École solaire, qui touche déjà 15 établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Des précisions avec Emmanuela Adjaklo et Prudence Zinsou. L'électrification des écoles en milieu rural au moyen des énergies renouvelables est un pas important vers un enseignement de qualité. L'UNESCO et les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur ont à travers le projet École solaire alimenté en électricité 15 écoles sur toute l'étendue du territoire national. À cette rencontre des directeurs régionaux des établissements scolaires, l'accent a été mis sur l'importance de l'utilisation des énergies renouvelables en milieu scolaire et universitaire. À cet effet, 40 étudiants ont été formés en la matière. Nous avons bénéficié de notions sur comment utiliser plus sainement notre environnement en matière d'énergie. Effectivement, notre formation a porté essentiellement sur les différents types d'énergie, partant d'abord du soleil. On aboutit principalement à l'éolienne, à l'énergie thermique, aux différentes sortes d'énergie. Ce projet vient en appui aux différentes actions entreprises par le gouvernement dans la promotion de l'éducation de qualité pour tous au Togo. Le Togo s'est engagé dans un vaste programme d'accès à l'énergie de nos populations et un vaste programme également de réduction des éléments d'effet de serre, c'est-à-dire tout ce qui pollue la nature, de réduction donc des gaz à effet de serre. Et de façon que notre pays puisse encourager, en même temps que nous accédons à l'énergie, les énergies dites renouvelables. Cela passe par la formation de la jeunesse. Et donc, cette formation doit se poursuivre. Le forum a été aussi marqué par l'exposition des panneaux solaires de plusieurs sociétés spécialisées dans la vente et l'installation d'équipements solaires. Les innovations se poursuivent à l'OTR. L'Office togolais des recettes procède depuis quelques semaines à l'immatriculation des employés des grandes entreprises. Une nouvelle mesure qui permet à cette institution d'avoir des données précises et informatisées des contribuables. Ceci afin de leur offrir de meilleurs services en matière de fiscalité et d'instaurer ainsi la transparence dans la gestion des déclarations annuelles des salaires au niveau des entreprises. Alors, en quoi consiste ce procédé d'immatriculation et quels sont ses avantages pour l'employé, l'employeur et l'OTR? Les réponses dans ce dossier réalisé par Prudence Zinsou. Lorsqu'un numéro d'identification est attribué à une personne physique ou morale, on parle d'immatriculation. Ce processus se fait également en fiscalité et consiste à donner à un opérateur économique un numéro d'identification fiscale, le NIF, afin d'avoir des informations nécessaires sur la gestion de ses activités. Au Togo, l'immatriculation s'impose à toute personne redevable d'impôts, d'un droit ou d'une taxe. Cette disposition confère aussi des prérogatives aux contribuables. On doit s'immatriculer pour pouvoir accéder aux services fournis par l'OTR à travers son système informatique. En termes d'avantages pour le contribuable, on peut citer le fait que la personne puisse se faire connaître de l'administration fiscale et remplir ses obligations fiscales en toute convivialité.
L'immatriculation des employés fait partie des procédures qui permettront essentiellement à l'OTR de régler les difficultés relatives aux déclarations annuelles de salaire. Elle a commencé depuis quelques semaines avec les employés des grandes entreprises et se fait à travers des fiches qui renseignent sur les informations identitaires de l'employé. En réalité, c'est pour connaître d'abord la personne. Et pour le salarié, par exemple, au niveau de l'entreprise, il y aura la transparence au niveau de la gestion fiscale de ses revenus entre l'employé et l'employeur. On connaîtra le montant de l'imposition qui sera versé pour lui. Il aura aussi après à faire des réclamations sur le désir individuellement. Comme il a son numéro d'immatriculation, il peut faire la réclamation et éventuellement au niveau du crédit d'impôt, il peut faire valoir son crédit d'impôt s'il désire. Lorsqu'on connaît les gens, l'identité des gens, on individualise la relation. Donc les relations sont individualisées, on peut rendre des services vraiment peut-être personnalisés à des catégories de contribuables qu'on connaît. Sur ce formulaire, il est également mentionné le type d'habitation de la personne à immatriculer, ce qui fait objet de diverses interprétations auprès de certains contribuables. Cette mention permet de connaître exactement la localisation de la personne, l'adresse de la personne, et je le disais, individualiser les relations avec lui. On aura peut-être à lui écrire, on aura à lui téléphoner, on aura à lui rendre visite dans le cadre des services que l'administration peut rendre à ce contribuable. Des séances de sensibilisation ont été initiées par l'OTR afin d'éclairer les employés des grandes entreprises sur la procédure d'immatriculation. Cette identification permet donc aux contribuables de sortir de l'anonymat et de faire valoir son civisme fiscal. Autre nouveauté également, la formule d'examen de permis de conduire en vigueur dans notre pays depuis l'année dernière. L'innovation a été introduite pour lutter davantage contre l'insécurité routière. 2 phases la caractérisent, une phase écrite et une pratique. Et la région de la Kara expérimente pour la première fois les nouvelles exigences. Le reportage est signé Nestor Mozo. Certains sont en attente, d'autres sont déjà à l'épreuve. Ils se soumettent à l'examen du permis de conduire. Le premier sujet porte sur le B français. L'examen du permis de conduire au Togo a connu des changements à partir de l'année dernière. Le nouveau format impose aux candidats 2 phases. Ils commencent par l'écrit, puis s'ils réussissent, continuent avec la phase pratique. C'est la première fois que le nouveau format est appliqué dans la région de la Kara. Nous étions jusque-là le seul pays qui était dans ce système d'évaluation orale. Et cela donnait cours à tellement de subjectivité dans les examens. Les disciplines concernant le code de la route, le secourisme et l'entretien mécanique ont été regroupés dans une première phase qui est la phase écrite. Ce n'est pas l'écrit en tant que tel, mais c'est un cochage. Donc, c'est des questions à multiples réponses projetées par vidéoprojecteur et selon le système QCM. Et les membres du jury passent à la correction. Après cette phase, nous avons l'admissibilité. Autrement dit, il faut être admissible aujourd'hui avant d'aller à la deuxième phase, qui est la phase pratique ou la conduite. Dès son inscription, le candidat à l'examen du permis de conduire fait le choix de la langue dans laquelle il veut composer. En dehors du français, il y a le kabyé, le mina, le kotokoli et le moba. Des efforts sont en train d'être faits pour intégrer d'autres langues à cet examen. Et nous ouvrons la page des sports de ce jeudi. Nous sommes avec Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir, Anita. Les entraîneurs de football sont en stage de 2 semaines pour l'obtention de la licence B-CAF. Démarré le 8 février, ce stage prendra fin le 21 février par la remise de diplômes récipiendaires. Cette formation est initiée par la Confédération africaine de football CAF. Des précisions avec Martin Sandani Mankoubi.
Ils sont tous titulaires d'une licence CCAF à postuler à ce stage de formation initiale d'entraîneur de football pour l'obtention de la licence B. Ce diplôme leur permettra de pouvoir entraîner une équipe de première division nationale. Pendant 2 semaines, les participants seront soumis à plusieurs modules de formation sous la supervision d'un instructeur d'élite CAF. Pendant ces 3 jours, on a décortiqué les tendances actuelles du football moderne. On a fait l'analyse de la Coupe du Monde de 2014, ce qui s'est dégagé comme tendance, comment les clubs ont joué, comment ils se sont préparés, et quel système de jeu ils ont joué. Et c'est en fonction de cela qu'eux aussi ils vont planifier leur formation et même la formation des jeunes joueurs. Ensuite, on a vu effectivement les systèmes de jeu. Et ce qui est important, ce qui est nouveau dans la formation, c'est les filières énergétiques. Les participants ont entamé ce stage avec beaucoup d'attention et comptent donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette formation, ce stage, c'est vraiment de manière, disons, beaucoup plus soutenue, parce que le calendrier est tel que nous n'avons même pas du tout de repos. On commence à 7h et c'est parti jusqu'à 18h. Vous voyez que le travail est très soutenu, mais je crois que c'est pour la bonne cause. C'est quand même pour nous une occasion d'acquérir de nouvelles connaissances, juste pour permettre à notre football d'aller de l'avant. C'est beaucoup de choses qu'on est en train d'apprendre pour la première semaine. Et je crois que la semaine prochaine, on finira par les examens écrits et théorie pratique. Une quarantaine d'entraîneurs prennent part à ce premier stage de licence BCAF. Après ce grade, les récipiendaires mettront 2 semaines avant de postuler à la licence A. Et Claude, après notre pays cap sur l'Europe, les différents matchs de coupe se sont déroulés hier mercredi. Nous nous intéresserons ainsi aux 8e de finale de la Coupe de France, les demi-finales retour de la Coupe du Roi en Espagne, puis les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Continue d'accumuler de la confiance. À une semaine de son rendez-vous européen contre Chelsea, le PSG s'est imposé sans forcer face à Lyon au Parc des Princes. Les Parisiens mettent néanmoins plus d'1 heure avant de trouver l'ouverture. 62e minute de jeu. Lucas, très enjambé, élimine Jallet, puis centre pour Ibrahimovic qui reprend de la poitrine. Paris mène 1-0. On retrouve Ibra quelques minutes plus tard. Le Suédois double la mise, bien servi cette fois par Aurier. 26e et 27e but cette saison pour Zlatan. Le PSG scelle définitivement sa victoire. Un quart d'heure du terme, centre de Maxwell repris du droit par Rabiot. Le but est validé malgré une position de hors-jeu évidente. 3-0, ce sera le score final. Paris se déplacera à Saint-Etienne en quart de finale. Les supporters nantais n'ont pas fait le voyage pour rien. Leurs joueurs ont signé l'un des matchs les plus fous de cette saison. Après des buts de Bamou et Crivelli, les 2 équipes sont à égalité quand Poco donne l'avantage aux Girondins. La réponse est signée Sigthorsson. De partout, prolongation, on pense que la jeune recrue Malcolm inscrit le but décisif, mais Odell maintient son équipe en vie à 6 minutes de la fin. Des Canaries définitivement ressuscités par Bedoya à la 118e minute. Score final 4-3, une prolongation aussi entre Troyes et Saint-Etienne. Après le but du Néerlandais Tanan, Nivet maintient l'espoir chez la lanterne rouge du championnat. Mais à la 107e minute, Mopé donne la victoire aux Verts qui auront droit au PSG en quart de finale. Enfin, Lorient s'est montré sérieux contre Sarre-Union, club de CFA. Les amateurs ont tenu une mi-temps avant d'encaisser 4 buts, signés Fofana, Barthelmé et Jeannot pour un doublé. Le FC Barcelone a bien failli connaître sa première défaite depuis plus de 4 mois face à Valence avec un 11 largement remanié, privé notamment de son trio Messi, Suarez, Neymar. Les Catalans encaissent le premier but par Alvaro Negredo en première période. Mais en toute fin de match, le jeune Wilfried Kaptoum, 19 ans, égalise et ouvre son compteur but avec le FC Barcelone. Large vainqueur en demi-finale aller 7-0, le Barça se qualifie pour la 3e fois consécutive pour la finale. La Coupe d'Allemagne à présent et la qualification tranquille du Bayern Munich pour les demi-finales. Les Bavarois facile vainqueurs hier soir 3-0 face à Bochum, pensionnaire de 2e division. Robert Lewandowski ouvre le score en fin de première période après ce 1-2 avec Thomas Müller. Puis Thiago Alcantara à l'heure de jeu double la mise à nouveau sur un service de Müller. En toute fin de match, doublé de Lewandowski, 37 buts en 35 matchs, club et sélection confondus pour l'attaquant polonais cette saison.
Oui, Anita, c'est tout pour aujourd'hui. Samedi, Alfred Colani et ses invités seront au rendez-vous de Direct Foot au programme Everton contre West Bromwich Albion. Et Claude, tout à l'heure, à partir de 20h45, émission spéciale sportive, toujours sur la télévision togolaise en prélude à l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FTF. L'émission sera donc animée par Alfred Colani. Comme tu l'as si bien dit, c'est tout à l'heure, donc à partir de 20h45. Merci beaucoup, Claude, et peut-être on se retrouve jeudi pour découvrir ce nouveau comité exécutif. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Et la suite de cette édition avec ce communiqué, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle portent à la connaissance des candidates et candidats au concours national de recrutement d'élèves instituteurs, institutrices du préscolaire et du primaire pour le compte des écoles normales d'instituteurs de Dapaon, Niamtougou, Sotouboua, Adeta, Notien et Tablibo, session du 12 février 2016, qu'ils peuvent consulter les listes dans les différents centres d'écrit répartis sur toute l'étendue du territoire national et une répartition à consulter également dans le quotidien Togo Presse. Encore un heureux gagnant au ticket ZEM de la loterie nationale togolaise, Lonato. Rassidi Lawani, c'est son nom, remporte une des motos mises en jeu. Ramdan Bassina pour des précisions. Après Tablibo, Anéro et d'autres localités, la chance sourit cette fois-ci à la ville de Lomé pour le compte de la loterie ZEM lancée tout récemment et qui fait de nombreux gagnants. Le chanceux à Lomé, c'est lui, Rassidi Lawani. Il gagne une des nombreuses motos mises en jeu. Les premiers responsables de la loterie nationale lui ont remis officiellement son lot. Je remercie la Lonato pour ce ticket ZEM qui vient de récompenser ma fidélité. J'encourage tout le monde à gratter un ticket ZEM comme moi et ils en seront récompensés aussi comme moi aussi. Avec 200 francs CFA, le ticket ZEM offre l'opportunité aussi aux parieurs de gagner des sommes en espèces jusqu'à 50 000 francs CFA et d'autres lots très alléchants. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Les gens gagnent effectivement et ça a été le cas. Donc il y a encore des motos à gagner, n'hésitez pas à tenter votre chance. La Lonato prend également l'engagement de payer tous les frais d'assurance et d'immatriculation des motos mises en jeu. Alors, appel est lancé à tous les parieurs de continuer à gratter les tickets ZEM pour plus de surprises avec la loterie nationale togolaise. Voilà, c'est sur le bonheur de ce gagnant que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.